Respect. 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 Elle existait vraiment. Je dois enlever mes chaussures Non, c'est bon. comme à la maison. Elle existait vraiment comme Je suis ravie. Ah. Ça va très bien. Là, ça me fait plaisir, Rose. C'est vrai? Ah, là. Respect. Respect. Donc voilà, un nouveau numéro de Respect. Respect ma podcast. Et aujourd'hui, on a une invitée qu'il était important d'avoir pour moi. Je suis ravi de l'avoir. Le mot de passe, c'est attachez vos ceintures, Rosa Méziane est là. Oh le teasing! Oh le teasing, je suis Ouais. ravie. Tu m'honores. Ah non, le plaisir est mien. Et en plus, comme je dis tout le temps, je n'invite que des gens que je respecte et dont j'admire la trajectoire. Tu fais partie de ces gens-là et des gens avec qui j'ai envie de parler, en fait. Et j'ai comme l'impression qu'on a des choses à se dire. On a beaucoup trop de choses à dire. Voilà, donc on va y aller. Alors, comme d'habitude, ce podcast n'a pas la prétention de faire la promo de quoi que ce soit, mais plus la découverte de l'individu, de la femme qui est en toi en clair, pas en flouté. Bah, ça, c'est une private joke. C'est Ça, pas un joke. Ça, c'est une private joke. Mais je peux la raconter, cela dit, mais c'est une Tu vas la private- raconter juste après. Ok. Et savoir un peu, parce que c'est vrai que chacune de tes interventions nous interpelle, ça fait du bien de voir des gens comme toi, et on veut savoir qui est la femme qui se cache derrière ça. Ton parcours, en fait, la famille, Ouais. tout ça, donc on va en parler. On va tout de suite mettre de côté la private joke avec le flou. Ah, en fait, en ce moment, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné Ouais. sur Karim Benzema et puis sur le conflit israélo-palestinien. Et en fait, j'ai été reprise par beaucoup de TikTokers. Et en fait, il y a une page, un compte qui s'appelle Islam quelque chose. Et en fait, ils m'ont flouté. Donc apparemment, ils trouvaient ça très intéressant ce que je disais, mais mon visage collait pas. Donc du coup, j'ai été floutée, j'ai été niée. T'es Sur la la seule vidéo. floutée. C'est ça. Et donc du coup, je me demandais si dans cette émission, j'allais être floutée. Ouais, Bah. mais tu pousses un peu, c'est une forme de respect. Réfléchis-y. Non, Ok. Je me suis sentie un peu niée, mais c'est vrai que j'avais pas cette ouverture d'esprit-là. Ici, de on voit le dire côté que- positif des choses. Mais hein. je vois ça, Voilà, je vois voilà. ça. Donc, Très voilà. bien. Alors, Rose, c'est vrai que tu es arrivée, pas comme un ouragan, mais vraiment genre d'un coup. C'est quoi ton parcours? Rose, l'enfant, l'adolescente, c'est quoi ton parcours et tu viens d'où Voilà. Alors, moi, j'ai grandi en fait à Colombes, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. J'ai pas du tout un parcours journalistique. Ça m'a jamais vraiment attiré d'ailleurs. Ouais. Par contre, il y a quelque chose qui est très typique à ma famille, puis globalement à là d'où je viens, c'est qu'on adore débattre. On adore chamailler, mais on adore débattre. Et en fait, moi, j'ai grandi un peu comme toutes les filles de banlieue, dans 92. Et donc, j'ai un parcours scolaire assez classique. Ouais. J'ai fait d'abord une première carrière dans la banque. Ouais. Comme quoi, la banque, des fois, ça peut mener à tout. J'ai commencé à l'accueil, j'ai terminé directrice. Et puis, à un moment donné, je me posais la question d'évoluer soit au sein de la finance, soit ailleurs. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Donc, j'ai fait un peu une forme de bilan de compétences pour savoir ce que je savais faire. Et un peu en opposition au commercial, c'est toujours les métiers du social qui viennent. Et voilà, j'ai découvert plein d'autres métiers. En fait, j'ai presque fait le travail qu'on ne fait pas après le bac, c'est-à-dire découvrir les métiers, découvrir ce pourquoi on est fait. Et donc voilà, j'ai entrepris un peu ce travail-là pendant quelques mois. Et j'ai découvert en fait les métiers de l'accompagnement vers l'emploi et de la gestion de carrière. Et du coup, je me suis reconvertie vers cela. Et c'est ce qui fait que j'ai touché un petit peu le volet social. Et à travers ça, j'ai retravaillé la question des inégalités dans les quartiers populaires. Et c'est ce qui m'a amené un jour, en fait, on m'a interviewé sur mon métier,
sur l'emploi, sur le chômage, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période relativement correcte, mais il y a eu des années très, très dures. Et en fait, on a trouvé que j'étais très à l'aise devant le micro. Ouais, je sais pas. La nana, elle a pris la place, elle a pris le mic, elle voulait plus le lâcher. et du coup, on m'a demandé de revenir pour débriefer l'actu. Et moi, je faisais ça. Enfin, c'était une toute petite radio. Je faisais ça vraiment parce que ça me faisait kiffer. C'était drôle. D'accord. Et jusqu'au jour où je rencontre Malik Yetou, qui deviendra le vice-président de l'asso que j'ai créé, Mouf Territoire. Et il me dit, écoute, t'es vraiment faite pour les grandes gueules. Ce que je connaissais, mais que je regardais pas non plus. Tu parles des grandes gueules d'RMC ? Exactement. C'est quoi le lien avec Malik et les grandes gueules ? Rien, c'est lui, en fait, il regardait véritablement tous les jours, ou en tout cas, il écoutait à la radio. Moi, je connaissais un petit peu l'émission, mais pas plus que ça. Il m'a dit, non, mais c'est vraiment un format pour toi. Tu te rends pas compte, mais t'es très, très à l'aise. Et du coup, il me dit, écoute, tu devrais y aller. Et un peu à l'ancienne, je suis allée en bas de leur immeuble. Et tu sais, ça fait très vintage de dire ça, tu vois. Il y a un côté très années 90 en disant ça. Ça rigole pas. Et je m'en rends compte après. Mais c'est vrai que du coup, je prends ma bagnole. J'étais directrice en plus d'un centre de formation. Quoi. Tu vas, Mais vraiment. Mais en plus, moi, à ce moment-là, pour moi, la démarche, elle est tout à fait naturelle. Ouais. Et je me rends compte non, que c'est pas du tout naturel. Je me gare à l'arrache, vraiment. Et j'attends en bas. Et je vois un grand monsieur qui me fait des signes, qui s'appelle Maxime Daridan, qui travaillait en fait pour le groupe Altis, puisqu'en fait RMC fait partie du groupe Altis, donc c'est BFM, RMC. Et je l'avais rencontré en fait au Sénat sur un débat, l'image des quartiers populaires dans les médias. Et on avait énormément sympathisé, parce que forcément c'est des sujets qui me portent, la question des quartiers populaires. Et du coup, il m'avait laissé sa carte. En disant, mais écoute, tu devrais faire de la télé. Et moi... Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était un casteur. Tu sais, quand tu vois une nana dans la rue et que tu dis « Ah, tu devrais faire du mannequinat ». Enfin, moi, je pensais que c'était quelque chose comme ça, de sympathique, qu'il m'avait dit. Il m'avait laissé ses coordonnées. Je ne lui ai pas rappelé, véritablement. Et quand il me voit, il me dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire ?» Et je lui raconte ma démarche. Je lui dis « Écoute, je viens essayer de voir Alain Marchal et Olivier Truchot. » Je lui dis « Écoute, je pense que le plateau manque un peu de pluralité sur les visages un peu des quartiers populaires. Donc, je crois qu'il y a un peu de nuance à apporter sur le plateau. » Et le mec hallucine un peu sur ma démarche en me disant « Mais je t'ai vu il y a un mois, je t'ai laissé mes coordonnées. » Et je lui dis « Bah ouais, mais en même temps, t'es pas Alain, t'es pas Olivier. » Donc, Et il me dit « Écoute, viens, je te fais visiter la maison. Et quand tu les rencontres sur le plateau, ça sera à toi. » On fait le tour, sauf que c'était un vendredi, donc c'était déjà parti. Ils ne travaillent pas beaucoup, les GG vendredi après-midi. Je plaisante. Du coup, ils n'étaient pas là. Et il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, je leur fais un mail et je pense que la productrice va te rappeler. Et je lui dis en souriant, enfin, de toute façon, je suis là vendredi prochain s'ils ne m'ont pas rappelé. Et en réalité, ils m'ont appelé le lundi. Et à la fin de l'entretien, elle me dit, est-ce que tu es disponible cette semaine pour faire un essai ? Et moi, très naïve, je lui dis, pour tester ma voix, pour tester mon image devant la caméra. Elle m'a dit, non, vous n'avez pas compris... en émission. Et du coup, le mercredi suivant, j'étais à l'antenne et ça a duré comme ça toute une saison avant que je m'en aille sur CNews. Donc ça s'est fait vraiment... On est en quelle année là ? 2019. 2019. Tu pars de toi-même ? Tu veux dire dans l'émission ? Ouais, de l'émission, tu pars de toi-même ? Oui, je pars en fait parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu plus politique. Je me rends compte en fait avec les GG que les sujets de société m'intéressent, mais que je suis très orientée sur certains sujets. Et du coup, à l'époque, c'était pas autant la folie, CNews, parce que j'arrive dans l'émission de Punchline de Laurence Ferrari, et ça me plaît plus parce que du coup, on est sur un format plus court, 1h30 à peu près, et on parle que de politique. Et forcément, je trouve ça plus intéressant. D'accord. Mais je trouve ça génial, les grandes gueules, parce qu'il y avait quand même le grand oral, on recevait des invités. Ouais. C'est là où j'ai recommencé à lire quasiment un bouquin par semaine, parce qu'il y avait toujours des invités qui écrivaient des livres. Donc c'était hyper riche. Enfin, vraiment, grosse expérience. C'est là aussi où je me suis pris ma première rafale de haters. J'ai découvert la fachosphère, en fait. Ouais, j'ai découvert Twitter. Je crois qu'en fait, j'ai créé mon compte Twitter 2 jours avant ma première émission. D'accord. C'était un monde qui n'existait pas pour moi. C'était un monde parallèle. Et je m'en moquais pour le coup. Et ouais, j'ai découvert ce que c'était. Mais bon, voilà, à 4 ans. C'est quoi au début de tout ça ? C'est quoi le regard de ta famille, de tes parents sur tout ça ? Ah, c'est très surprenant. En fait, la réaction qui m'a fait le plus rire, c'est celle de ma mère.
En fait, ma mère, mon visage n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire, si je te montre une photo de moi il y a 17 ans, j'ai vraiment la même tête. Donc, 17, 18, 19, donc il y a 4 ans. ouais, exactement. Et t'es charmant, toi. Et, et du coup, en fait, plein de gens qui me connaissent venaient la voir et disaient ah génial ta fille, bravo. Et en fait ma mère disait non c'est pas ma fille, non ma fille passe pas à la télé. Et en fait tout le monde disait bah non mais Elle ne le savait pas. non si elle savait. Et elle disait non c'est pas ma fille et elle me le raconte et je dis pourquoi tu dis ça maman. Elle me dit oh, ça va pas ou quoi ils vont te haïr. Et ça m'a tellement fait rire. Ils vont te jeter l'œil. Et ça m'a tellement fait rire. Je trouvais ça mignon. En fait, sa première réaction, c'était de me protéger, quoi. Elle avait vraiment plus peur pour moi, cette exposition, cette visibilité. Et ils te poussaient, les parents, à... Ben, en fait, je le raconte justement dans mon livre « À la force du cœur ». Je crois que... alors, c'est peut-être quelque chose de très, très algérien, d'ailleurs. Tous les étés, quand on allait en Algérie, chaque soir, on vit à l'extérieur parce que les maisons sont très chaudes et donc on met des paillasses, des tables, des chaises et le soir on discute, on débat, on échange et on parle de tout, de politique française, de politique algérienne. On refait un peu le monde et très jeune, même en tant qu'enfant, c'est comme si on avait voix au chapitre, on avait le droit de donner notre avis. Au contraire, les adultes même nous encourageaient à donner notre avis. Ça les faisait même marrer qu'on ait un avis sur certains sujets d'adultes. Et en plus, moi, j'ai une vraie famille de vanneurs. Donc, du coup, faut vraiment travailler le sens de la répartie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours cultivé. Enfin, moi, le dîner à 20h où tout le monde est calme, je ne connais pas. C'est-à-dire que à 20h, ça blablate, quoi. Et je crois que c'est là que j'ai cultivé l'envie de donner mon avis, d'échanger, de remettre en place. Vous êtes une famille de combien ? 5 enfants. 2 filles et 3 garçons. D'accord. Ils sont dans le même secteur, les frères ? Pas du tout. Alors non, ma sœur a un parcours un peu atypique. Elle est analyste financière de métier. Elle a investi dans le milieu de la beauté. Et en même temps, elle a plaqué la partie finance pour faire de l'humour. Et donc, elle est montée sur scène. Si, c'est vrai. Récemment ? Ouais, il y a quelques années. Donc là, elle est en train de réécrire. Et du coup, je crois qu'on a un peu ça dans le sang. Mais c'est pareil pour Samy Améziane, donc le conte de Boudherbala. Enfin, voilà, donc on a un peu la fibre. Attends 2 secondes. Genre, elle a glissé l'info comme ça. Non, mais j'ai le droit de rater une étape aussi. C'est vrai. Non. Le conte de Boudherbala, c'est quoi le lien ? C'est de la famille éloignée, donc du coup... parce qu'en fait, quand on tape sur Google, que ce soit lui ou moi d'ailleurs, la première recherche, c'est Rose Améziane Marie, et il y a sa grosse tête qui apparaît à chaque fois. Et à chaque fois, je la screen et je lui dis fuck. Hein. Je dis, les gens pensent que t'es mon cum. Quoi. Et, ça le fait rire à chaque fois. Donc, c'est de la famille, en fait. Ouais, c'est de la famille. D'accord. C'est de la famille. Et, d'accord. Voilà. D'accord, donc vous êtes une famille. Ok, d'accord. Et donc après, toi, c'est News, c'est ça ? Ouais, c'est News. Après, j'ai fait quelques émissions sur LCI. J'interviens en fonction des sujets sur BFM aussi. Ça m'est arrivé là dernièrement cet été sur Naël, par exemple. Je suis beaucoup intervenue. Après, c'est plutôt un peu sur mes sujets de prédilection pour les autres chaînes. Donc, ça va être beaucoup les quartiers populaires. Donc, donc les quartiers populaires avec tout ce qu'on peut et tout. Et donc, ça va être très souvent délinquance, police-population, islam, laïcité. Enfin, voilà, tous ces sujets. D'accord. Qui me passionne dans l'absolu, mais j'aurais jamais cru, par exemple, devenir une spécialiste de la laïcité. Enfin, il y a 10 ans, c'était. Je dis pas que la question du communautarisme, de l'islamisme n'était pas des sujets, mais la laïcité a tellement été dévoyée que je me suis formée, par exemple, je suis formatrice de formateurs en laïcité. C'est carrément. Ouais, j'étais formée par l'État. Parce qu'en fait, il y a tellement de bêtises qui sont dites sur la laïcité qu'à un moment donné, moi, je vais à la source. Et en fait, le problème du politique, c'est que ou il s'y connaît pas, mais il parle quand même, ou il s'y connaît, mais il travestit un peu la vérité. Donc, du coup, un peu naturellement, je vais un peu à la source aux infos. Tu nous as parlé de tes origines algériennes. T'es d'où d'ailleurs d'Algérie ? De Tizi Ouzou. Ah, t'es kabyle ? Les 2 parents ? Les 2 parents, ouais. Ah, ouais.
Bon, c'est pas pareil, tu veux boire quelque chose? Non, je Tu plaisante. veux un thé? T'es dans Là, la maison. c'est à la maison. Ouais. Mon père Ossine, il est de Tirmithing, si je dis pas de bêtises, et ma mère, elle est d'Aitmzieb, donc le D'accord. village porte le nom de la famille. Et on est à Iftronen, exactement, donc à D'accord. 7 km de Tizi. Voilà. Ah, bah d'accord. Voilà. Alors, t'es kabyle, t'es d'origine algérienne. C'est pas marqué sur ton visage. Mais non, mais en fait, c'est drôle que les gens disent ça, mais c'est méconnaître les différentes Non. tribus en réalité en je sais. Algérie. Mais, quoi. moi, je sais. Mais dans l'imaginaire, dans l'inconscient des gens. Dans l'inconscient collectif, Exactement. l'algérienne, elle ressemble C'est pas à pas Rosa marqué Méziane. sur mon visage. Voilà, c'est pas marqué sur ton J'entends. Donc, je suppose que dans ton parcours professionnel, t'as pas trop vécu de problème par rapport à tes origines. Alors bizarrement, en fait, moi j'ai un nom composé. On se dit tout dans cette émission. Je m'appelle je m'appelle Améziane Arabe et en fait, quand j'ai travaillé chez France Télécom, j'ai jamais raconté ça, c'est très drôle. La directrice, un jour j'ai une nouvelle directrice et en fait, elle m'appelait Rachid parce qu'elle, pour elle, Rachid Arabe, j'étais Rachid. Et la première fois, je lui dis gentiment. J'avais 19 ans, je me rappelle. La première fois, je lui dis gentiment. La deuxième fois, je commençais un peu à grasser des dents. Je sais pas, Rose, il y avait quelque chose, il y avait un blocage chez elle. Et la troisième fois, je lui dis, je sais que ça doit être le seul arabe que vous connaissez, mais c'est dur là en fait. Va falloir vraiment m'appeler Rose. Et elle me dit, oui, non, pardon, je suis désolée. Mais non, en fait, moi, je confonds pas votre prénom. C'est juste honteux. Donc, ouais, il y a ça. Après... après, il y a toujours... Il y a toujours une forme de suspicion quand arrive, par exemple, le mois du Ramadan, les questions éternelles. Ah bon, tu manges pas, mais c'est pas trop dur, mais on t'oblige à le faire. Enfin, des trucs complètement débiles. Bon. Et puis, dès que l'actualité frappe, en fait, c'est comme s'il venait à la source. T'as vu, il y avait un attentat, alors T'as des infos? Alors, ils t'ont prévenu avant ou pas? Et en fait, j'évite au travail de... Enfin, aujourd'hui, professionnellement, c'est un peu différent, mais ouais, à la banque, c'était quand même C'est quoi l'importance de tes origines pour toi? Tu sais, c'est comme si tu demandais à quelqu'un, c'est quoi l'importance d'être toi, quoi. Non. On est nous par défaut. Ouais. Après, ton ascendance, tes origines... moi, je trouve que ça nous forge, quoi. En fait, je crois que nos identités... Moi, j'ai beaucoup construit ma vie par rapport aux personnes et aux lieux qui ont compté pour moi. Et du plus loin que je m'en souvienne, par exemple, j'ai un attachement très particulier à la maison de ma grand-mère. En Algérie. En Algérie, ouais. Exactement. Parce que déjà, j'ai vécu des moments formidables avec ma grand-mère maternelle. Et je me rappelle, en fait, des moments tu vois, par exemple, au bled, c'était la seule... Tu vois, nous, on dormait dans des paillasses et elle, c'était la seule qui avait un lit à ressort. D'accord. Ouais, bien sûr, elle avait un petit bout de France, tu sais, pour nous pendant les vacances. Et à l'heure de la sieste... On se mettait toujours autour d'elle, donc je sais pas, dans le lit, je me rappelle, on devait déjà être 3-4 avec elle, plus après des paillasses, et elle nous racontait en fait Timouchoua, enfin Tamachahout, donc des contes, des contes berbères, et en fait elle nous racontait comme ça plein d'histoires. Je sais pas si elle les connaissait par cœur ou si elle les inventait au fur et à mesure. Les deux sont possibles. Je pense que les deux étaient possibles, et voilà, et je me souviens que c'était vraiment un véritable rituel. À chaque sieste, et puis après on dormait parce que il fait 45 degrés, donc faut que tu dormes en fait. Il y a rien à faire dehors, et ça m'a bercée. Tu vois, par exemple là, quand je t'en parle, je ressens la chaleur de son souffle, l'odeur même de sa peau, et tous les jeux que là-bas, on fabriquait nos jouets, on passait des heures à trouver des cailloux qui ressemblaient à des osselets parce qu'on n'avait pas d'osselets là-bas. On fabriquait comme des petites carrosses avec des boîtes de chouma. Et on faisait la chasse aux pigeons avec des tire-boulettes qu'on fabriquait. On a tous fait les mêmes choses, en fait. Et en fait, ça, c'est des choses que tu ne peux pas oublier. Ouais. Je passais mes étés pieds nus. Ma mère, ça la rendait folle, tu vois. Et j'étais constamment pieds nus avec mes cheveux bourriffés. Et je ne crois pas, pour quiconque d'ailleurs, que nos origines, ou en tout cas ce qu'on a vécu, nous forge pas, tu vois. Et donc,
tu vois, la question, forcément, elle m'interpelle quand tu me dis qu'est-ce que c'est pour toi ces origines, mais c'est tellement moi, c'est tellement ce que j'ai vécu, Parce que tu les acceptes. Il y a des gens qui ne les acceptent pas. Mais complètement. C'est ça le sens de ma question. Mais complètement, mais parce que ça serait une folie, en fait, tu peux pas couper des racines. Non, moi je sais que tu les acceptes, mais c'est bien de le dire. Ah en ouais, fait. mais complètement. Voilà. Mais alors c'est vrai que pendant des années, pendant des débats, j'ai jamais convoqué mes origines pour parler d'un sujet. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de parler du parcours d'exil de mon papa qui est arrivé à 17 ans dans les bidonvilles de Nanterre pour parler d'immigration aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait dans un débat parce que. Par contre, c'est présent dans ton parcours. Bien sûr, voilà. Bien sûr, c'est jamais quelque chose que j'ai caché, ouais. Mais peut-être par pudeur, mais c'est vrai que dans un débat, je suis quelqu'un de très factuel, de très pragmatique. Et donc, quand on va parler d'immigration, je vais plutôt parler chiffres, je vais parler politique, et je vais moins convoquer mon histoire personnelle, parce que ma trajectoire, ça ne reste que ma trajectoire, même si certains peuvent s'y reconnaître. Mais je trouve que c'est tellement... c'est très facile de balayer en fait l'histoire de quelqu'un d'un revers de la main, et donc je préfère être très très factuelle et peut-être un peu féroce sur mes débats, plutôt que de dire je connais la banlieue parce que j'y ai grandi, je connais la question d'immigration parce que je suis enfant d'immigrés. Je trouve ça pauvre comme argument, et donc du coup peut-être que assez naturellement, j'en ai jamais fait état, mais dans un débat. Sinon, à chaque fois qu'on m'a interviewé, il n'y a pas à avoir honte. Il n'y a pas à le cacher ni à le masquer. Enfin, je sais pas, c'est profondément. Non, il n'y a pas que, mais c'est pas systématique, Rose. Moi, je connais ta position par rapport à ça. C'est possible, ouais. Mais c'est bien de le dire et qu'on l'entende. Voilà. C'est parce que c'est pas systématique. En fait, tu sais, je crois que au-delà du fait d'assumer ou de pas d'assumer, je crois qu'on souffre aujourd'hui du fait de méconnaître nos petites histoires avec un petit H et la grande histoire avec un grand H. Et je crois que ça, c'est assez commun à beaucoup aujourd'hui d'enfants ou de petits-enfants d'immigrés. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'ont pas forcément filtré, c'est-à-dire qui nous ont toujours raconté. Mon papa, par exemple, il est parti très jeune de chez lui. Alors déjà, à l'époque, au village, il vendait des tickets de tombola pour se faire de l'argent. Il était vraiment issu d'une famille très pauvre. Il est parti très vite à la capitale. Il devait avoir 15 ans pour travailler dans la restauration. Et d'ailleurs, à l'époque, son papa était d'accord, mais sa mère non, pour venir en fait en France. Donc, il est parti mineur sans ses parents, tu vois, par exemple, en France. Et il est arrivé dans les bidonvilles. Ça a été hyper dur pour lui. Il a été inscrit dans un format un peu alternance, mais il n'a pas pu suivre parce que dans les bidonvilles, pas d'électricité, pas d'eau. Donc, c'était hyper galère pour lui de faire ses devoirs. Et très rapidement, il en est arrivé au marché du travail pour travailler, faire sa petite vie. Et je trouve ça tellement violent. Et moi, à 17 ans, j'avais dû aller dans un autre pays et limite construire ma vie de bonne femme. À 17 ans, je trouve ça fou. Cette qualité d'être humain, cette génération n'existe plus, Rose. Je ne sais pas si elle existe. Mais je te le dis, moi je sais. Je crois que chaque génération a a ses propres difficultés, sa propre responsabilité. Tu sais, dernièrement... Je parle des qualités, moi, pas des difficultés. Je pense que cette génération-là, c'est... Je parle de tes parents, de mes parents, les grands-parents. On a nos générations, je suis un peu plus, il nous reste encore un peu, tu vois, et je crois que plus le temps passe, et il reste encore un peu moins, et un peu moins. De toute façon, j'en parlais avec, je sais pas si c'est avec toi que j'en parlais hier, plus on remonte dans le temps, et plus on trouvait des gens de qualité. L'être humain dans sa condition. Je trouve que là, ce qu'on est en train de vivre avec tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, affecte vachement la nature humaine. Je m'inscris en faux. Non, alors, je vois ce que tu veux dire. Non, déjà, t'es chez moi, tu peux me parler. Attends. Ah ouais. Mais je crois que s'inscrire en vrai ou en faux, c'est un droit. Je vais nuancer, tu sais. Attends, pourquoi ? juste je finis. Vas-y. Je sais que c'est dur de finir. C'est dur. Je sais. Ah, c'est parce que il n'y a pas de raison. Personne n'a raison, personne n'a tort. C'est un point de vue que j'ai où je pense que, pour prendre Internet, par exemple, c'est un formidable outil, mais qui est dévié dans des directions qui affectent vachement la nature humaine. C'est un point de vue.
j'estime pas avoir raison, j'estime pas avoir tort. Mais ceci dit, ça reste un formidable outil. Et tu sais, rien que dans la relation entre les gens, par exemple, quand on n'avait pas Internet, on faisait quoi, nous? On parlait aux gens. Et puis on rêvait. On rêvait. Et tu sais quoi, il faut que je te parle. Non, je t'envoie pas SMS, il faut que je te parle, il faut que je te raconte un truc. Déjà, les SMS, ça arrivait tardivement. Hein. Mais oui, parce qu'il n'y en avait pas. Voilà. Mais non, il n'y en avait pas. Donc ça, les rendez-vous, c'était des vrais rendez-vous. Des vrais rendez-vous. C'est cette relation primaire dont je te parle, moi. Tu non, vois, mais tu parlais de qualité. c'est-à-dire C'est-à-dire, madame. Non, en fait, tu sais, chaque génération a ses propres difficultés, ses propres démons à combattre et aussi sa propre richesse. Et moi qui suis en contact avec cette jeunesse, il y a quand même moi je vois des choses formidables chez certains jeunes et je sais pas justement en étant sursollicité, surexposé, si c'est pas plus dur encore pour eux. Tu vois, par exemple, il y a des associations comme Banlieue Climat où c'est des jeunes de quartier qui s'intéressent à la question climatique. J'ai plein d'exemples. Ce que je dis ne remet pas en cause les bonnes actions. C'est pas ça que je dis. Moi, je peux te citer 50 associations extraordinaires. Et Dieu merci, il y a encore des gens qui agissent dans ce sens-là. Je te parlais d'un aspect global. Mais après, encore une fois, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tort. Mais... Parce que ça fait très vieux con quand même. Tu sais, c'était mieux avant. Alors, tu sais, cette phrase toute faite, c'est pas parce que c'est vieux que c'est con. C'est pas parce que c'est jeune, c'est bien. Si on peut pas se piquer un peu. Tu m'as pas piqué, tu m'as fait rire. Non. non, mais parce que tu sais, c'était mieux avant. Ouais, mais tu sais, c'était mieux avant. Non. Il y a des choses qui étaient mieux avant et des choses qui étaient moins bien. Ouais. Il faut faire la part des choses, c'est comme toute chose. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que honnêtement, tu sais, on a tendance à croire que c'était plus difficile avant. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'humilité par rapport au parcours de nos parents parce qu'il y a une violence liée à la précarité. Et en même temps, je peux pas, moi qui vois en fait la violence des quartiers populaires, je peux pas faire comme si c'était moins grave. Tu vois, il y a des rats dans tellement de cités. Je me souviens d'une cité à Reims qu'on a visitée quand on a fait le tour de France des quartiers populaires, où tu as des colonies de cafards dès l'entrée. Je te pose une question. Ouais. Quand ton papa avait 17 ans, qu'il était dans le bidonville à Nanterre, tu penses qu'il y avait des rats à cafards ou pas? Non, mais bien évidemment. Ce que je veux dire, c'est que tout n'a pas disparu. C'est-à-dire que la violence de la vie, elle est aussi prégnante dans cette jeunesse, tu vois. Bien sûr qu'à l'époque, il mettait une veste en cuir et puis il y avait des loupards. Ce qu'il me raconte, moi, des fois, sa jeunesse aussi en France, c'est les groupes de skinhead aussi. Enfin, il y a plein. Il y a des vraies difficultés. Il y avait des vraies difficultés. Chaque époque a ses difficultés. Mais tu vois, aujourd'hui, la question des rixes, moi, je trouve que c'est une folie. Enfin, je pense qu'on peut tous aller voir des images où tu as 15 gamins qui en piétinent un autre parce qu'il vient du quartier d'en face. Enfin, je trouve que... et le trafic de drogue a ajouté encore plus là. Il y a une pression dans nos quartiers pour certaines jeunesses qui n'est pas évidente. Ça remet pas. C'est pas à moi que tu vas me dire ça. Non, mais c'est clair. Mais moi, ça remet pas en question ça. Je dois avouer que j'ai une affection particulière moi pour les personnes âgées. C'est vrai. Je trouve qu'ils ont un discours et un vécu qui, moi, me régale à écouter. Moi, je peux rester à parler avec des personnes âgées. Pareil. C'est peut-être mon défaut. C'est un défaut. Et quand... Alors, dis que c'est une qualité dans ce cas-là. et c'est vrai que moi, cet amour pour les personnes âgées, il y a limite une admiration. Tu vois, mais il faut. Même dans la façon de raconter leurs histoires. Donc, c'est peut-être ça qui me fait dire ça. Non, mais ceci dit, chaque époque a ses difficultés. La vie est loin d'être facile dans les quartiers aujourd'hui. C'est pas mieux ou moins bien, c'est différent, c'est d'autres difficultés. Ouais, c'était un peu le... Après, c'est vrai que... tu vois, moi, je suis le fruit d'une histoire aussi différente. Je pense que c'est le cas aussi, mais tu vois, moi, par exemple, mon grand-père paternel a fait la fin de la Première Guerre mondiale, a fait la Seconde Guerre mondiale, a fait Indochine. Ensuite, il n'était plus dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Et ma grand-mère paternelle était elle-même El Moudjahidine et a pris les armes. Tu vois, et t'es le fruit de cela. C'est-à-dire qu'entre un grand-père qui a donné
sa force. Tu vois, déjà ça. Mais c'est pour ça que je te dis, je suis très, très humble par rapport voilà, à notre histoire. Il faut savoir se repositionner, en fait. Complètement. Voilà. Non, mais sur l'échelle de l'humanité, on est très, très, très petit. C'était mon propos. Voilà. Complètement. Sur ça, je te rejoins 1000%. Mais du coup, forcément, je suis le fruit de cela. Bien sûr. Et tu vois, je ressens la même fierté à l'égard de mon grand-père qui a combattu le nazisme et de ma grand-mère qui a aspiré à une Algérie algérienne et être maître de son destin. Ouais. Tu vois. Ouais. Et je crois, pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, le fait de connaître nos petites histoires qui se rejoignent dans la grande histoire avec un grand H, c'est peut-être ce qui fait aussi notre force. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens et j'ai pas de difficulté à avancer avec cela. Tu vois, au contraire, je crois que c'est une force. Tu vois, la seule exigence qu'on a, c'est de connaître le passé et de ne pas se mentir. Tu vois, par exemple, nous, on n'a pas à ressentir de la colère sur des choix politiques antérieurs. En revanche, on doit combattre aujourd'hui un roman national qui tend à nous faire croire que l'histoire était autre chose. Tu vois. Et ça, tu vois, politiquement, moi, ça m'est déjà arrivé dans une émission dans Les Grandes Gueules avec Henri Guénaud qui nous chantait la question des aspects positifs de la colonisation. Et en fait, on ne peut pas aujourd'hui continuer à chanter cette chanson. C'est pas possible. Et je lui dis... C'est fou qu'on puisse la chanter. Mais complètement. Et tu vois, quand je lui réponds, je ne convoque même pas mon algérianité à ce moment-là. Heureusement. Non, j'aurais pu. Je plaisante. Mais non. C'est-à-dire que de façon... en tant que Française, je lui réponds. Je lui dis, non, mais attendez. En tant que Française, on a construit des écoles parce qu'on voulait envoyer nos gamins à l'école. On a construit des hôpitaux parce qu'on devait se soigner et des routes parce qu'on devait se déplacer. Ouais. Effectivement, après la guerre, les foutre dans un avion, c'est plus compliqué. On aurait pu les détruire, c'est vrai, mais ça aurait été mesquin. Et je lui dis, et continuer en fait à avoir cette position très condescendante et mensongère sur ce qu'a été la colonisation, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le géant chinois et le géant russe arrivent parfaitement à commercer avec le continent africain et que nous, bien qu'on ait la force de l'histoire, la francophonie, on continue à avoir des tensions en fait avec des pays qu'on a jadis colonisés. Et je dis, je crois qu'on doit arrêter en fait ce roman national. Aujourd'hui, les gens ont accès à l'histoire, ont accès au savoir, savent, et je crois que ça devient honteux de continuer en fait à faire perdurer le roman national. Et tu vois, quand je lui réponds, en tant que Française, en lui disant « Nous avons construit des écoles », je suis très au clair, tu vois, avec qui je suis. Et j'ai pas besoin de convoquer, tu vois, l'histoire maternelle de ma grand-mère El Moudjahidine, de pourquoi elle a décidé de prendre des armes, tu vois. L'important, c'est ce que tu dis. Tu convoques qui tu veux, quand tu veux. C'est juste ce que tu dis. Alors là, on est en train de faire une petite déformation professionnelle. On revient sur le social. On va se recentrer sur Rose. Non, parce que je sais que t'es... Allez, parlons de moi. C'est une Formule 1. Hein. C'est dur à piloter. Hein. Tu vois, je reviens très vite sur la politique. Non, je sais. Non, mais t'inquiète pas, je suis là. C'est quoi ton rapport ? On a des questions comme ça qui reviennent dans chaque numéro parce que je trouve que ça en dit vachement sur la personne. C'est quoi, toi, ton rapport à la spiritualité, au divin ? Prends ton temps, Rose. Tu peux même prendre un verre d'eau avant. Putain, il a osé, il m'a posé. Je t'ai posé avant, tu m'as dit on peut parler de tout. Et c'est vrai, et j'ai pas été jusque-là, tu vois. Ah non, mais moi, Rose... Non, qu'est-ce que tu veux savoir, en fait ? Mon rapport à la spiritualité... Au divin, l'impact que ça peut avoir... Moi, tu vois, j'ai eu la chance de grandir avec ce bagage-là. Mon rapport, en fait, au divin, il est très particulier. Je l'ai déjà dit, je vais le redire. Ah, moi, je veux que tu dises des choses que tu n'as pas dites, Rose. Ici, c'est pas... Oh, bah, on a la maison, Rose. D'accord, tu veux du croustillant. Non. Du bien cuit. C'est pas... Du à point. Je vais te donner du à point. Ça te va ? Vas-y. Alors, moi, tu vois, j'ai eu... à 12 ans, j'ai eu un cancer. La maladie d'Hodgkin. Donc, j'étais en 5e. Après avoir...
vu peut-être tous les spécialistes d'Île-de-France et de Paris. J'ai été à l'hôpital de ma ville et je me rappelle, le professeur Théier a trouvé tout de suite ce que j'avais. Donc, la maladie d'Hodgkin, c'est un problème au niveau du sang qui fait que tu génères en fait un certain nombre de ganglions et donc ces ganglions grossissent et à la fin, ils atteignent tes fonctions vitales et tu meurs. Bon, c'est quelque chose qui se guérit très bien, notamment chez les enfants et surtout quand c'est pris assez tôt. Néanmoins, j'ai été opérée pour enlever les plus gros ganglions. J'ai fait une chimiothérapie, une radiothérapie. J'ai perdu mes cheveux. Donc voilà, tout ça en 5e, en continuant en fait mes cours. D'ailleurs, c'est très bizarre, quand tu as 12 ans, on te demande dans ton agenda de choisir les cours pour pouvoir aller en chimio ou aller en radiothérapie. Donc, tu vois, j'ai éliminé allemand, langue vivante 2, déjà parce que je n'avais pas envie d'y aller. Mais tu vois, t'as des... C'est-à-dire qu'en même temps, mes préoccupations d'enfant à l'époque, c'était le samedi, il faut que j'aille voir mes copines pour aller à la patinoire. Et en même temps, il fallait que je choisisse dans mon agenda quand est-ce que j'allais aller en chimio et puis ensuite en radiothérapie. Et tu vois, je crois que j'ai toujours été dans une famille qui était croyante, mais je crois que c'est là où mon rapport en fait, au divin s'est peut-être plus construit. Parce que je pense que quand tu es éprouvé, à plus forte raison enfant, et puis non, vraiment, le sentiment d'être protégé. D'être protégé. Et peut-être, je crois que c'est à cette période-là que j'ai pas le plus, mais en tout cas, où j'ai toujours ressenti une connexion directe avec le divin. Donc, je crois que c'est quelque chose qui a toujours été en fil rouge dans ma vie, si je dois te répondre. Et là, tu as du scoop. Et jusqu'à aujourd'hui ? Ouais. Ça, quand tu parles de fil rouge, ça veut dire que ça a une incidence dans ta vie de tous les jours, professionnelle, personnelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment présent, ou alors c'est... ça reste quand même quelque chose de structurant. Tout le monde, encore c'est vrai. Pour ma part, oui, c'est quelque chose qui structure. Oui, clairement. Ouais, vraiment. C'est bien. T'as déjà vécu... J'adore, il me donne des bons points, c'est bien. T'as déjà vécu... Non, parce qu'après, t'es noté, Rose. Ah. Si t'as une bonne note, t'as un deuxième verre d'eau. Non, mais attends, tu sais qu'il faut... Non, mais j'ai aucun problème, en fait, avec le challenge et les notes. Non, Rose, t'es en famille, tu sais très bien. Non, tu sais, le système de notation, il faut déjà donner la grille auparavant. Mais oui. Tu vois, faut donner les consignes. Non, parce que moi, je veux bien jouer, mais c'est pour que je gagne à la fin. Il n'y a rien à gagner, Rose. Il n'y a que dalle. Un deuxième verre d'eau minimum. Alors, non. Est-ce que... Alors, évident, bon, tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas forcément vécu d'injustice par rapport à tes origines et à ton physique. Est-ce que tu as déjà vécu des injustices par le fait d'être une femme ? Parce que tu évolues quand même dans un truc très masculin. Non, mais alors, tu sais quoi ? Il y a un truc qui est très commun à n'importe quel domaine professionnel. Le sexisme, c'est all over the world. Mais tu sais, alors, oui, on l'entend. Alors, nous, forcément, en tant qu'hommes, on l'entend. On ne le voit pas forcément tout le temps. Mais c'est constant. Mais jusqu'à aujourd'hui, même avec le nom que tu as aujourd'hui, ce que tu fais... Bien sûr. Toutes les histoires MeToo prouvent à quel point il n'y a aucun secteur, enfin le sport, la musique... Moi, je parle de toi. Non, mais bien sûr, c'est toujours des propos très sexistes. Ça m'est arrivé de rencontrer des hommes importants et dire c'est vous, Rosa Méziane, j'ai entendu votre voix sur répondeur. Vous avez vraiment une voix de téléphone rose et c'est tellement déplacé. C'est parce que tu n'as pas écouté mon répondeur. donc ça veut dire que tu en es consciente alors. Non mais attends, tu sais, c'est comme si... En fait, j'ai pas de problème en fait à ce qu'on dise que ma voix est chaleureuse ou que j'ai un joli physique. C'est qu'il y a des moments en fait particulièrement déplacés pour le faire, quoi. Et en plus, c'est pas censé être un sujet, tu vois. Donc, ça peut être un bien sûr. Aussi. Oui, non, mais là, non, la manière dont c'est fait, D'accord. c'est pas. Mais j'ai plein d'exemples comme ça. Et oui, après, j'ai tendance à répondre. Ouais, j'ai pas de mal à répondre. Mais bien sûr. Après, tu sais, tu prends juste le débat télévisé. Et pourtant, je couine pas, mais alors, je peux avoir conscience que j'ai une capacité assez intéressante à énerver. Ok, mais elle a dit assez intéressante. J'en ai conscience. T'arrives même à positiver dans ce sens-là, c'est bien. J'en ai conscience, soit. Mais
on peut pas me couper à chaque phrase quand même. Ça commence à se voir. Ça fait partie de la tu vois. technique aussi. Ouais, mais quand quelqu'un va dire exactement la même chose que moi, et quand il est un homme, il se fait pas couper à chaque phrase. Et le nombre de fois Tu crois qu'on te coupe parce que t'es une femme ou par rapport à ce que tu non, vas dire? non, je pense que la moitié parce que j'agace, tu vois, et la moitié, je pense, parce que, oui, mais c'est tellement facile de couper une femme. Tu vois, regarde, la dernière fois, il y avait Laurent Philippot, et puis, je crois que c'est Monsieur Weiss qui est un élu à Levallois. Et pour le coup, Philippot est en totale opposition par rapport à mes idées. Ah bon? Vraiment, Putain, ça m'étonne. vraiment. Tu vois, je suis là, il est là-bas. Vraiment. Et pendant le débat, du coup, c'est l'élu de Levallois, je crois que c'est Weiss, qui me coupe, mais vraiment à chaque phrase. Et moi qui ne donne jamais cet argument, à un moment donné, je lui dis ça va? Je lui dis, vous allez arrêter de me couper à chacune des phrases. Et non, je lui dis, vous allez arrêter de me couper. Il me dit, non, mais on est dans un débat. Et je lui dis, d'accord, on est dans un débat. Je lui dis, mais je suis déjà la seule femme sur le plateau. Je lui dis, le fait de me couper, il me dit, non, mais vous n'allez pas me faire ce coup-là. Je lui dis, non, attendez. Je lui dis, Laurent Philippot est à l'inverse de mes idées. Et je lui dis, je pense que je dois bien l'agacer quand je parle. Pourtant, il a la politesse de me laisser finir. Je lui dis, vous, quand vous me coupez à chacune des phrases, je me dis que vous avez peut-être un souci. Et je lui dis, mis à part le fait que je sois une femme, j'en vois pas d'autres. Et il dit quoi? Le mec ne dit rien. Ouais. Et donc, je dis, donc je vais continuer. Et tu vois, si à un moment donné, tu prends pas un temps pour être ferme, le mec te pourrit toute l'émission. Ouais. Tu vois? Et moi, je m'en fous qu'on me contredise. J'ai bien compris que j'étais le petit lapin à un dîner de chasseurs. Mais laissez-moi quand même un petit peu courir, tu vois? Laissez-moi Elle est belle avoir cette image, Bah Rose. oui, On va la garder, qu'est-ce que on t'en penses? on peut la garder. Tu vois, j'ai conscience du truc. Ouais. Mais laissez-moi un peu gambader, histoire de dire que je vais m'en sortir, quoi. Enfin... Et ce phénomène de te couper, c'est forcément par des gens avec qui tu débats, ou ça peut être aussi avec des gens avec qui tu travailles? Non. Non, quoi? Non, quand je travaille, on me coupe pas la parole. Non, je te parle dans un débat, je te dis, c'est forcément, ça peut être par le présentateur ou forcément des gens qui sont contre toi? Non, alors moi, je suis dans des émissions où le présentateur est débatteur. Donc, les règles du jeu sont déjà pipées, tu vois, donc... Ne me dis pas que le présentateur donne son avis. C'est pas possible. Sérieux? Oh, je crois quand pas. même. Donc bon, tu vois, déjà, je sais où je mets les pieds, tu Ouais, vois. ouais. Mais, tu sais, par exemple, je reçois énormément de messages de gens qui me disent « Mais pourquoi tu y vas? Pourquoi tu vas sur CNews? C'est la chaîne du diable, blablabla. Bla. » Et je l'entends parfaitement. Y a pas que c'est news. Il n'y a pas que CNews, je l'entends. Mais c'est vrai qu'ils sont en pole position. Je dis ça, je dis rien, il n'y a pas que c'est news. Il n'y a pas que CNews. Et du coup, bien sûr qu'on se pose tous à un moment donné un cas de conscience. Et tu vois, j'ai un jour un ami très, enfin, vraiment, qui fait partie un peu de la classe intellectuelle et qui me dit, je crois que je lui envoie mon dernier passage en lui disant, c'était compliqué. Et il me dit, ouais, complètement, mais pourquoi t'y vas? Et je lui dis, bah, en fait, le problème, c'est pas pourquoi moi j'y suis, c'est pourquoi je suis la seule, en fait. J'y dis parce qu'en réalité, si des gens aussi intellectuels que toi y allaient, le rapport serait complètement différent. Je lui dis, c'est parce que vous refusez de vous salir les mains que moi, je me retrouve en fait un peu seule contre tous. Ouais. Je suis donc, moi, je veux bien, tu vois, moi, j'ai refusé aucune émission intelligente. Ça me dérange pas, en fait. Je peux aller autant sur C'est à vous. Il n'y a aucun souci, moi, je lance des invitations. Je vais partout où on m'invite, partout où on a envie d'entendre ce que j'ai à dire. C'est bien. D'accord ? Vraiment. En revanche, certains décident qu'il y a des émissions pas beaux, pas assez intellectuelles. Sauf que il faut prendre conscience de la société dans laquelle on vit. Aujourd'hui, les idées d'extrême droite ont plus qu'infusé dans notre société. Et donc, moi, je fais un calcul très vite. C'est-à-dire que où sont les émissions où se diffusent le plus ces idées ? Bah, c'est celles auxquelles je participe. Et à un moment donné, le contre-discours, il est là et surtout là. Donc, j'en fais pas une gloire personnelle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est deux choses. La première, tous ceux à qui je parle, c'est-à-dire que les habitants des quartiers populaires, ceux qui se sentent au forcé, les Français de confession musulmane, qui ont aussi un besoin de dignité
ils ont besoin aussi d'entendre que on apporte de la nuance, on apporte un autre regard, on apporte aussi plus de vérité sur les sujets qui les concernent. Et je parle à monsieur et madame tout le monde, à qui on déverse depuis minimum une dizaine d'années de la merde en barre, matin, midi et soir. Et je me dis, si on ne fait pas ce travail-là, qui le fera ? Donc, j'ai pas de... Tu te sens un peu seul là-dedans, dans ce truc-là ? Oh bah oui, non, clairement, bien sûr. C'est vrai ? Bien sûr. Oui, non, on n'est pas nombreux. Je sais pas, t'en dénombres combien, franchement ? Dans ton créneau, Bah oui, je les compte sur les doigts d'une main. voilà. Et c'est pas normal. Mais c'est pas normal, mais c'est peut-être voulu. Ah, peut-être. Mais tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé où T'as la volonté d'y aller, puis t'as aussi la volonté de recevoir. Alors, ça dépend. Parce que moi, tu vois, j'ai des prods qui me demandent parfois des noms. Et quand je propose, il y a des gens qui refusent. Voilà. Tu vois, donc, Voilà. donc les gens qui refusent aussi ont une part de responsabilité. Après, tu sais, la dernière fois, j'ai une enseignante qui disait, oui, mais tout le monde n'a pas ta force, tout le monde n'est pas en capacité d'eux. Et c'est sûr que si tu vas pas un peu armé, ça sert à rien. Effectivement, faut savoir, moi, tu vois, par exemple, quand Jean-Marc vient le matin et qu'il me dit bonjour, Jean-Marc Morandini. Quand Jean-Marc Morandini, le matin, juste avant l'émission, il passe, parce qu'il lance en fait les sujets juste avant, il passe, il me dit bonjour, et je le salue, et je dis toujours la bagarre. Je sais où je vais, tu vois, et ça le fait rire. Mais je sais très bien qu'il y a une chance sur deux pour que dans l'émission, il y a un moment donné, je mets une baffe. Je préfère m'en amuser, même si tout ça, c'est pas drôle, parce que ça implique la vie des gens. Moi tu sais, j'ai pleinement conscience de qui je suis, où je suis, pourquoi je le fais. Ouais. D'accord ? Mais je préfère y aller où j'y vais pas en tension. Par exemple, tu vois, je suis quelqu'un de très cordial, mais juste avant l'émission, c'est rare que je sois dans la rigolade, tu vois, avec les gens. C'est vrai que j'ai tendance à être toute seule et à revoir un petit peu l'actu, mes arguments. Parce que quand j'arrive sur le plateau, je suis focus. Tu vois, donc t'es déjà dans le truc. Je suis déjà dans le truc. Ouais, c'est bien. Je suis déjà dans le truc. Parce que je sais pourquoi je suis là. Ça ne m'intéresse pas du tout de montrer ma ganache à la télé. Tu considères ça comme une mission pour toi ? Ouais, vraiment. C'est vrai ? Ouais, vraiment. C'est-à-dire que, tu vois, on m'a proposé de faire des émissions. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas travailler à la télé. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas journaliste. Je n'aspire pas à être présentatrice. Tu veux dire, on t'a proposé d'avoir ton émission ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ou même sur Internet et autres, on m'a proposé. C'est pas ta finalité ? C'est pas ma finalité. Moi, je veux parler des sujets. Je veux parler d'avis des gens. Je veux qu'on change l'opinion publique. C'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est comment on sort de cela. Comment on arrive, en fait, à construire ensemble. Parce qu'en réalité, tu vois, sur la question du vivre ensemble, tu vois, on a l'obligation de leur montrer à quel point ils vont devoir s'y faire. Nous sommes la France. Nous sommes une partie de la France. Et continuer comme ça, comme un rouleau compresseur, à faire croire qu'on est... Mais c'est innocent de se dire, de penser qu'ils ne le savent pas. Non, tu sais quoi, je crois... Ils ne l'acceptent pas, mais ils le savent. Non, ils ne l'acceptent pas. Mais tu sais, c'est la question de l'intégration. Nous, on est plus... Intégré, mais... Non, mais attends, attention. Quand je parle d'intégration, je ne parle pas des enfants d'immigrés qui doivent s'intégrer. Je parle des Français qui doivent intégrer le fait qu'on est là. Exactement. Et donc, je crois que c'est aussi cela. C'est de leur montrer une autre réalité. Et franchement, j'aspire pas une seule seconde à convaincre les gens qui sont sur le plateau. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont politiques. Ouais. Donc, eux, ils ont une marchandise à vendre. Je n'ai rien à vendre. Je n'appartiens à aucun parti politique. Donc, je n'y suis que pour l'envie de faire passer des idées. D'accord ? Et peut-être l'envie de réfléchir à autre chose, à une voie bis, tu vois. Et ça change tout. C'est important, en fait, de faire comprendre aux Français et aux Françaises que ce qu'on leur raconte à longueur de journée, c'est un prisme, c'est un regard. Et que la réalité, comme souvent, elle est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe. Et c'est comment, sur un exercice très court, on arrive à déconstruire. Tu vois ? Et je le fais pas pour les gens sur le plateau. Ils arrivent, ils sont déjà convaincus de ce qu'ils pensent. Je le fais pour les auditeurs. Je le fais pour les gens qui écoutent. Et je crois que si j'arrive même ne serait-ce qu'à en convaincre une poignée, le job est fait. Ouais, c'est bien.
Tu vois ? T'es épanoui dans ce que tu fais ? Oui. C'est vrai ? Ouais. C'est quoi ta finalité professionnellement ? Bah, tu sais, moi, je suis chef d'entreprise. Donc, j'ai 2 centres de formation. Plus dans le média. Dans le média ? Je sais, d'ailleurs, tu peux en parler, tu as des centres de formation de... Ouais, j'en ai un sur la création d'entreprise. Donc, je travaille avec les collectivités sur la création, donc sur l'amorçage en fait de projets. Et un autre, Elmed. Elmed, ça veut dire, en fait, c'est Elmed. Donc, ça veut dire apprendre en amazigh. Ouais. J'ai nommé Elmed. ma boîte. Ah, c'est pas mal. Elmed, ouais. Et donc, en français, Elmed. Et en fait, c'est juste un centre de formation spécialisé dans les soft skills, donc les compétences comportementales, notamment la capacité à communiquer, donc la prise de parole en public. Je trouve ça super. Tu vois que quelque part, tu mets tes origines en avant un peu. Ah, alors, je ne sais pas si je les mets en avant, mais je les assume pleinement. Ouais, non, mais tu sais pourquoi je l'ai appelé apprendre et pourquoi en berbère ? Parce qu'en fait, je suis repartie un peu aux fondamentaux de l'apprentissage. Et pour moi, les fondamentaux de l'apprentissage, j'ai réfléchi à qui m'avait le plus appris dans ma vie. C'est ma mère et ma grand-mère. Et elles me prenaient comme ça en me disant « Allez, Arwah Halmed ». D'accord. Tu vois ? Ouais, c'est bien. Et en fait, à l'époque... mais je trouve ça super, moi. Ben ouais, même la symbolique, le truc, je trouve ça super. Et je trouve que c'est hyper important. Donc, je suis repartie sur des choses très basiques, c'est-à-dire un lieu ou un environnement accueillant pour apprendre. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le centre de formation. Des gens passionnés par ce qu'ils font. Donc, ma mère, ma grand-mère, à chaque fois qu'ils m'apprenaient, que ce soit la couture, elles adoraient ce qu'elles faisaient. Et je crois que c'est la seule manière de transmettre en fait des connaissances et la mise en pratique. Je n'ai appris des choses que parce qu'on me mettait les mains dans le cambouis. Et c'est ce que je fais en fait avec les gens qui s'inscrivent dans mes formations, c'est qu'ils sont énormément en pratique. Donc voilà pourquoi j'ai appelé ça Elmed. Ouais, super. C'est bien, on apprend des choses quand même, Rose. Bah, Elmed. Non. On continue en kabyle ? On peut, si tu veux. Vous êtes prêts ou pas ? Ah, mais moi aussi, tu crois quoi, toi ? Je sais pas. Mais comment ça ? Bah, je sais pas. T'as pas honte ? Tout de suite parce que t'es blonde. Non, mais attends. Alors, je t'ai dit qu'il y avait des questions qui revenaient tout le temps. Ouais. Il y en a une, c'est celle-ci. Est-ce que tu peux me donner 2 anecdotes, l'une personnelle et l'autre professionnelle, dans laquelle tu as senti un manque de respect extrême en tant que personne, en tant que femme, personnelle et professionnelle. Attends, laisse-moi 30 secondes. Tu pourras couper ces 30 secondes si tu veux. Pas. Ah, on coupe pas. Faut que je réfléchisse. Yaouli. Alors, attends. Un manque profond de respect. Oh, bah, à titre personnel, à chaque fois qu'on m'a plaqué, j'ai envie de dire. Comment ça ? Mais j'aime bien cette sincérité. Oh ben non, mais attends, celui qui te dit, ou celle qui te dit qu'elle ne s'est jamais fait plaquer, c'est le principe de la vie. Tu sais, on plaque, on se fait plaquer. Mais là, c'est différent. Tu me dis à chaque fois que je me suis fait plaquer. Non, j'ai l'impression qu'on non, c'est pour la boutade. Non, c'est pour la boutade. Mais non, si, on a peut-être dû déjà me plaquer par SMS, peut-être. Je sais pas. Non, mais je dis ça. Ouais, voilà. En fait, c'est globalement à partir du moment où on ne te considère pas en tant que personne. Tu vois, je pense. Ou ça, après, professionnellement, où je ne me suis pas sentie respectée à chaque fois qu'on a tenté de me proposer pas le bon salaire, tu vois, par exemple. Ah ouais ? Ouais. Mais tu sais, quand tu es une femme... c'est marrant, ça. Ouais, non, tu me respectes. Non, c'est marrant que ça soit lié au financier. Moi, non, mais bah, tu vois, regarde, alors je te donne une anecdote, par exemple, quand je travaillais à la banque. Et il y en a 2, exactement. En fait, la première fois... Je change de banque, j'arrive sur un poste de conseiller patrimonial et dès le premier jour, je vends. Mais je vends pas parce que je vends. En fait, je vends parce que je vends du conseil. Et j'avais aucun mal, en fait, à très rapidement. En fait, moi, un contrat, quel qu'il soit, il peut s'appeler truc muche. À partir du moment où c'est une solution d'assurance vie ou peu importe, j'avais aucun mal, en fait. Donc, dès le premier jour, ça les a un peu surpris que je vende. Et j'étais excellente, effectivement, dans ce que je faisais. Donc, c'était un poste de cadre et donc, c'est 3 mois renouvelables. Moi, N+2 me reçoit et il me dit, bah, écoute, on est très satisfait de ton arrivée, on est vraiment content, extraordinaire les chiffres que tu as fait en 3 mois. Mais moi, quand tous les voyants sont au vert, bah, j'ai du coup un voyant rouge qui s'allume. Là, tu sais, je commence à faire intéressant. Et moi, en plus, j'aime l'humour. Donc, je lui dis, intéressant comme mécanique psychologique, je vous écoute. Et il me dit, alors, donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on va renouveler la période d'essai,
Mais en fait, on le fait à tout le monde. Je lui dis d'accord. Je lui dis, mais du coup, si vous le faites à tout le monde, quel est l'objectif de cet entretien ? Parce que si vous le faites à tout le monde, vous m'envoyez un mail en disant votre période est renouvelée. Et je lui dis, et la seconde chose, pourquoi me préciser que tous les voyants sont au vert, mais que du coup, ça en allume un au rouge ? Je lui dis, gagnez du temps. Je dis, Rose, on renouvelle la période d'essai, mais c'est la pratique de la boîte. Et ça me va, en fait, c'est plus rapide. Je lui dis, quel est votre message, en fait, juste avant ? Vous n'avez pas l'habitude, en fait, d'avoir des bons éléments ? Et si c'est ça, je peux l'entendre, hein, mais... Et le mec me regarde et commence à comprendre à qui il a affaire, tu vois. Je lui dis, renouvelez-la 3 fois si vous en avez envie. Je lui dis, vous savez, c'est pas le CDI qui m'intéresse. C'est mon métier. Ouais. Donc, mettez-moi même en intérim si ça vous chante. C'est pas un problème. Et je le revois 1 an après. Après les chiffres, je fais 150% de mes chiffres. Et donc là, je me suis pas sentie respectée. À un moment donné... D'accord. Soit tu renouvelles et tu fermes ta ganache, D'accord. soit tu... Enfin, tout ton cinéma juste avant, ça ne m'intéresse pas. En fait. La ganache. Je t'ai travaillé sur ton âge. Là. Ouais, pardon. Oui, des fois, je dis des mots comme ça, Gavroche. Non, tu vois, non, non. Et c'est vrai que c'est... T'as plus 21 ans, là. Vas-y. 25. Et la seconde fois, c'est quand je le revois, en fait, 1 an après. Et il me dit, alors Rose, voilà, magnifique année, bravo. En plus, tu as boosté ton collègue, lui aussi, il est monté, il a fait des super chiffres, tu as ramené une dynamique dans l'agence et tout. Ok. Il me dit, alors voilà tes nouveaux chiffres pour l'année prochaine. Et je regarde mes chiffres et je dis, ah, c'est drôle. Je dis, en fait, vous avez pris ma réalisation de l'année d'avant Ouais, c'est vrai. et vous avez décidé que c'était mes objectifs. Je lui dis, alors ça va pas se passer comme ça. Pas ceux de l'année dernière. Non. Et je lui dis, bah non. Je lui dis, parce qu'en fait, je dis, si je reprends mon contrat de travail, bon, déjà, j'ai une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. C'est la première chose. Je dis, et la seconde, c'est que on définit les objectifs en fonction d'un potentiel de portefeuille. Ouais. Vu comment je l'ai travaillé l'année dernière, en théorie, limite, mes objectifs devraient être moins importants que l'année précédente. Je lui dis, mais au moins égal. Je lui dis, nous, dans votre logique, pour être sûr que je réalise la même chose, vous me mettez mes réalisations l'année dernière. Ce qui veut dire que moi, qui suis un super élément, quand je vais faire un contrat, je vais gagner moins que Trucmuche dans le bureau d'à côté, parce que c'est un gros naze, vous allez lui mettre des objectifs bas, et lui, par contre, va gagner plus d'argent que moi. Je crois qu'il faut qu'on s'entende sur pourquoi on est là, vous et moi. Moi, parce que je fais bien mon métier, et que du coup, vous me rémunérez pour ça, et vous, parce que votre objectif, c'est de gagner de l'argent. Mais si moi, j'en gagne pas, à un moment donné, je vais arrêter de produire. Je vais arrêter de produire, on se revoit l'année prochaine. Du coup, l'année prochaine, vous me remettez mes objectifs de réalisation, c'est-à-dire naze, et puis on repart un peu sereinement. Soit vous commencez à être intelligent, soit je joue la bête. Mais il faut qu'on trouve un terrain comme ça. Je lui dis, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Ouais. Il m'a regardé, il m'a dit, bon, ok, je vous mets... Et en fait, à ce moment-là, je me sens pas respectée parce que il me prend pour une conne. Et je déteste qu'on me prenne pour une conne. Ouais, à chaque fois qu'on pensait que j'étais plus stupide... Ouais, mais là, pour le coup, c'est lui qui est stupide. Ouais, mais il a tenté. C'est presque une insulte à ton intelligence. Donc, en règle générale, ça a tendance un peu à m'agacer. Mais là, je t'ai pris vraiment un contexte pro et pas médiatique. Mais ouais, à chaque fois, ça a tendance à m'agacer. Parce que je déteste la malhonnêteté. Je déteste la malhonnêteté. Oh, bon, Donc, je peux l'entendre. Dans les médias, tu t'es jamais senti irrespecté, genre... Bah si, dans les débuts, tu vois, par exemple, quand on te déprogramme, tu vois, le jour J, t'as envie de buter les gens, tu vois. Enfin, buter, attention, c'est pas... C'est-à-dire, je vais finir dans Faites entrer l'accusé, ouais. Dans Crime de Morandini. Mais bon, c'est encore moi. Encore Morandini. Non. D'ailleurs, blague à part, j'adore les émissions. Ma sœur et moi, on a vraiment un problème, c'est-à-dire qu'on adore les Faites entrer l'accusé, les chroniques criminelles. Et je ne sais pas si c'est une tendance, mais j'adore ce genre d'émission. Là, tu parles à la bonne personne. Moi, j'adore tout ce qui est serial killer. Ah, mais c'est fou. Ouais. Et pareil, sur Netflix, il y a plein d'émissions comme ça. Et je ne sais pas pourquoi ça me happe, mais j'aime beaucoup regarder ça. Je ferme la parenthèse. De policière, tu veux dire, c'est ça, hein, bien évidemment, d'enquêtrice. Mais bien sûr. Bien évidemment. Donc oui, non, quand on te déprogramme, tu vois, par exemple, le jour J, ça n'arrive plus, ça. Très rarement. Vraiment parce que l'actu est passée. Tu vois, c'est-à-dire qu'au début, le matin, tu te dis, bon, bah, je programme pour tel sujet. Et puis, l'actu a complètement changé. Et du coup, je colle pas forcément au sujet. Donc là, mais ça s'entend, c'est argumenté, tu vois. Si tu avais le choix aujourd'hui, ça serait quoi ta place idéale dans les médias, ce que tu aimerais faire Alors, j'ai bien compris que tu voudrais pas ton émission.
Mais ça serait quoi? Non, après, sincèrement, je suis très, très ouverte. Ça peut être autant... tu vois, le 20h de Ruquier, je trouve ça intéressant. Les émissions que je fais de temps en temps d'Yves Calvi, je les trouve intéressantes. Ça peut être autant 28 minutes sur Arte. Enfin, toute émission, en réalité, on débat. Tu vois, j'ai pas de... J'ai pas de... Il y a pas, en fait, il y a plus d'émissions phares, tu vois. Ah si, peut-être. Ça peut. Alors, je suis là, je suis pas chroniqueuse au sens écrire une chronique, mais j'avais fait une émission à l'époque sur BFM qui s'appelait 90 secondes pour convaincre. Et donc, en fait, tu préparais 90 secondes de pitch. Oui. Ouais. Donc, tu présentes 90 secondes et après, t'en débat et on voit si tu as convaincu les deux autres personnes. Ouais. Et je trouvais l'exercice hyper intéressant, tu vois. Et donc, du coup, dans ce côté un peu chronique, c'est Belle Époque avec Léa Salamé. J'allais te poser la question. Ouais, une petite chronique comme ça où on vient un peu... Ouais, ça pourrait être sympa. C'est une belle émission. Hein. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et pour le coup, c'était pas gagné. Enfin, en tout cas, on l'attendait un peu au tournant, au démarrage. Je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien. C'est super. Moi, j'aime beaucoup cette émission. Ouais. Je trouve que... Et puis, ça change, quoi. Enfin, de voir une femme aux manettes un peu. Ouais, une femme aux manettes. Et puis, il y a une autre émission comme ça, il y a une femme aux manettes? Là, en ce moment, non, je pense pas. Ouais, c'est ça. Donc, ça change. Ouais. Non. Ouais, c'est intéressant. C'est marrant que tu... J'allais juste te poser... poser... Ah si, t'as Babette, sur Babette Lemoine, sur C'est à vous aussi, qui est pas mal. Ah oui, exact. Ouais. Et elle aux manettes. Ouais. Ça fait longtemps, elle, en plus. Ouais, en plus. Donc, non, elle est pas mal aussi, tu vois. Non, mais je trouve que C'est à vous, c'est... je sais pas, c'est un format nouveau. Tu veux dire Belle Époque? Ouais, j'ai dit quoi? C'est à vous. Ah oui, non. Belle Époque, c'est un format nouveau. Je trouve ça rafraîchissant. Ah, je sais pas. C'est très bien. Non, c'est très sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, peut-être une chronique là-dedans, ça peut être sympa. Mais... tu peux lui dire. C'est vrai? Vas-y, mais dis-lui. non, mais écoute, ça si tu l'as... Ça me fait naze. Non, mais dis-lui. Léa, elle est là, on la connaît très, très bien. On la connaît. Mais non, je vous crois pas. Bon, bah écoute, tu rates quelque chose. Non, moi, je suis sérieux. Non, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup son émission. Je m'en de rire. C'est vrai, vous la connaissez? Ouais. Non, je te taquine. Non, bah écoute. Non, mais par contre, je te verrais super sérieux. C'est vrai. Bah écoute, si elle nous écoute, qu'elle me reçoit avec grand plaisir. Ouais, je te verrais super bien là-bas. De toute façon, moi, je pense que tu as ta place partout. C'est gentil, ça me touche. Parce que tu es une voix qu'on n'entend pas souvent. Tu es une voix qu'on a besoin d'entendre. Et comme tu dis, là, je te rejoins à 200%. La plupart du temps, quand je te vois sur les plateaux, c'est cause perdue. Tu ne vas pas convaincre tes opposants. Par contre, il faut que cette voix soit entendue par le peuple. Et moi, je suis sûr que il y aura d'autres choses, mais c'est très bien. Tu sais, je bouge beaucoup un peu partout en France et j'ai rencontré des habitants dans les quartiers mais qui m'ont foudroyé, vraiment. Tu vois, je me souviens sur Mulhouse, on était dans un quartier et forcément, tu vois, au début, les jeunes, ils roulent un peu des mécaniques, il y a une caméra, tu vois. Et il y en avait un notamment qui faisait le mariole. Ça aussi, c'est une vieille expression. Il faisait le mariole. Et t'es passé de 25 à 39. tu continues, tu t'en... Je suis en train de me trahir sur mon âge. Et en réalité, bon, on parle un peu du quartier, du trafic de drogue, on parle de plein de sujets. Et à un moment donné, je lui dis, comme tu viens de me faire là, avec Léa Salamé, je lui dis, écoute, c'est quoi, regarde, là, si Macron t'écoute, tu lui dirais quoi? Oh, c'est un vrai truc là pour moi. Ouais. Et en fait, il regarde droit la caméra et il change de visage. Ah ouais? Ouais. Il change de visage alors qu'il faisait de la vanne depuis une demi-heure, hein, vraiment. Et c'était celui qui était le plus expressif. Et il dit à Macron, aide-nous, on est vraiment en galère. Il dit, moi, je veux juste une formation, je veux m'en sortir. Et ça m'a piqué. Ça transpirait la sincérité. Oh. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je crois que c'est ça. Tu vois, on les regarde tellement avec mépris parce que, bah oui, des fois, il y a un peu de cinéma, ça roule des mécaniques, c'est en jogging, casquette. Et j'ai entamé une discussion avec lui et donc il avait 2-3 pistes de domaines où il avait envie de travailler. Et il dit, franchement, il m'a dit, j'ai postulé. Il dit,
Il me dit, on est enfermé là à Mulhouse. Il me dit, en plus, Mulhouse, il m'a dit, il m'a dit, c'est hyper galère. On a l'impression qu'on est au bout du monde. Et en fait, on ne voit pas cette envie. Tu vois, on voit pas. Tu sais quoi, au-delà de l'envie, je crois qu'on ne voit même pas ce désespoir. Ouais. On n'arrête pas de leur répéter qu'on déverse des milliards. On n'arrête pas de leur répéter qu'ils sont dans des positions victimaires. On n'arrête pas de leur répéter que si c'est délabré, c'est parce que c'est eux qui délabrent. Et tout ça, c'est faux. Hein. Tu vois, j'ai passé mon temps à démonter tu vois, ces préjugés sur les plateaux. Et je ne vais même pas le faire ici tellement... Et en fait, c'est ça, je crois, qui me dégoûte le plus. C'est qu'on leur refuse même d'être désespérés. Tu vois. Et tu vois, quand j'essaye de rendre un peu justice et un peu de dignité, c'est ça. En fait, tu sais, c'est tous ces témoignages, toutes ces familles que j'ai rencontrées, tu vois, ces mamans qui m'ont reçue chez elles et que c'était blindé de cafards et qu'elles se prenaient la tête avec des produits pour essayer de garder un peu alors qu'en réalité, c'est juste le bailleur qui se moque littéralement, en fait. En gros, il prend un appartement, il le traite et il se passe 6 mois avant qu'il passe au voisin. Donc forcément, il a traité pour rien, mais juste parce qu'il fait des économies, parce que sinon, il faudrait reloger tout l'immeuble, traiter véritablement. Ce n'est qu'une question d'argent, mais ça ne se passerait nulle part ailleurs. Mais quand c'est dans des quartiers, on s'en moque littéralement. Et c'est ça, tu vois, pas qui me rend dingue, mais qui véritablement je l'ai là, tu vois, dans les tripes. Et quand je suis sur des sujets, sur les plateaux, quand on me dit ouais, t'as beaucoup de force, c'est tout ça, en fait. C'est tous ces témoignages que j'emmagasine et c'est pour eux. Je me dis, si je dois transmettre quelque chose, c'est ça, tu vois. Ouais. Et aussi toutes les discussions que je peux avoir avec monsieur et madame tout le monde qui n'habite pas dans des quartiers, qui a des idées toutes faites, mais le nombre de fois où je me retrouve parfois, tu sais, dans les petits bars de village où ils n'ont aucune réalité de ce que c'est qu'un quartier et qui tombent dans le préjugé, et au bout d'un échange d'une demi-heure, d'une heure, tu vois que les gens commencent à changer d'opinion, et c'est bien. C'est ça qui est intéressant, tu vois, et c'est pour ça que je fais tout ça. Je trouve ça exceptionnel. Déjà, on apprend beaucoup de choses. Moi, personnellement, à titre personnel, je ne savais pas que tu fréquentais les bars de village, mais maintenant, je le sais. Alors, tu sais quoi, j'adore ça. Et tu sais, je fais 2 choses quand je passe dans les villages français. mais le bar PMU, c'est ma life. En fait, tu sais, quand je passe dans les villages, je fais 2 choses. J'adore me poser au petit bar du village. Toujours. Parce que c'est là où j'adore. Et je visite les églises. Dans toutes les villes que je fais, je visite les églises. Je peux comprendre. Parce qu'au niveau architectural, je trouve ça sublime. Je les fais toutes. Et ouais, parce que le bar, c'est le cœur du village. Enfin, le cœur du village, c'est et l'église et le bar. Et du coup, j'adore fréquenter ces 2 endroits. Donc, je visite toujours l'église et je me pose toujours, je bois un café, je bois un Perrier, peu importe. Ouais. Et je vais peut-être enclencher la discute ou avec le patron du bar. Et ouais, c'est les vraies discussions, ça. Exactement. Ouais. Donc, ouais, j'ai aucun mal à le dire. Non, mais c'est bien. Mais j'ai juste dit que je ne savais pas. Et d'ailleurs, pour toutes les polémiques qu'on a pu avoir sur les bars, parfois, dans des bars de village, il y a que des hommes. Et ça choque pas, en fait. Et moi, ça m'est arrivé d'être dans des petits troquets, dans des villages, et il n'y a que des hommes, et c'est pas très grave. Mais ouais, je sais pas, c'est... ouais. Non, parce que c'est le reproche qu'on fait souvent dans certains bars, dans les quartiers, en disant, mais il n'y a que des hommes. Bah ouais, mais parce que des fois, c'est un bar, et c'est pas grave, en fait. Non. Tu vois, et quand je me pose pas la question, quand je suis dans un village, et des fois, je rentre, il n'y a que des bonhommes, parce qu'il est 11h, et que les femmes, elles travaillent. Et t'as jamais eu une mauvaise expérience? Mais jamais. Les gens sont très gentils. C'est vrai. Mais que ce soit en plein cœur d'un quartier ou que ce soit dans un village. Non, pas le quartier, j'en doute pas, mais les gens sont très sympas. Dans le fin fond du Massif Central. Pas du tout. C'est vrai. Bon, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, la petite dame? Voilà, c'est très souvent ça. Non, c'est bien. Non, d'accord. Bon, écoute, super. En tout cas, moi, Rose, tu le sais, j'étais ravi de te recevoir parce que on l'attendait. Hein. C'est vrai. C'est vrai, on en parle depuis un petit moment. Ouais. Et moi, je pense que, comme je te disais, je pense que ta voix est très importante. Très importante. Il faut qu'elle soit entendue. Merci. Et je voulais parler avec toi, je voulais qu'on l'entende ici. Je voulais aussi qu'on découvre un peu qui t'étais, toi. Ouais. On a appris des choses. C'est vrai, sur ta spiritualité. Ah, mais non, mais toi, tu fais des questions pièges. On dirait Morandini quand il te sort des dossiers, tu vois. Alors là, par contre... T'as vu ou pas la comparaison? Non. T'as vu ou pas la comparaison? Non. Le côté un peu traître. Non. Bam. Oh là, tu sais que je suis pas comme ça. Donc, arrête ton cinéma. Là, tu veux me faire réagir. J'ai rien contre Morandini.
Non. Il est qui il est, je suis qui je suis. Mais là où il n'y a pas de piège, et c'est... Non, tu m'as prévenu. et Alors, c'est juste filmé. avant, tu m'as dit... Et c'est non, filmé. C'est vrai. Tu m'as dit juste avant, est-ce qu'il y a un sujet Voilà. qui te dérange? Et je t'ai dit non, aucun. Et c'est vrai, Et parce qu'aucun sujet ne Et me tu sais, dérange. en plus, même la question que je te pose, encore une fois, si je t'invite, c'est que je t'apprécie, c'est bienveillant. Donc, il n'y a aucun... Non, non, et non, tu non. réponds ce que tu veux. Je viens en confiance, véritablement. Et c'était très sympa. T'as aimé, c'est vrai? Ouais, vraiment, c'était Je vais très te laisser sympa. le mot de la fin, comme ça tu finis. C'est vas-y. vrai. Ouais, dis-moi. Alors, je pense que je ne serai pas la seule, mais on est un peu toutes déçues que tu as abandonné le collier. Non, c'est vrai. Ça a été... Non, c'était Tu sais, quand même quelque chose de mythique. Je vais te dire un truc, vois ma chère Rose. Tu as dit que tu faisais partie d'une famille de vanneurs. Moi aussi, n'allume pas. N'allume pas la mèche. N'appuie pas sur le Reste- bouton, reste- ça va très mal finir. Restons courtois. Ok. Allez, continue. Ok. Non. C'est alors, pour le coup, c'est très particulier pour moi d'avoir fait ce podcast parce que tu es une légende. En tout Oh là, cas, c'est dans gentil. Non, mais Doucement. c'est vrai. Non. Ouais. Mais alors, allez. Alors, à l'époque, on a tous grandi avec un peu le rap conscient, Ouais. que ce soit YAM, que ce soit ETM. Mais dans le côté un peu et festif, mais en même temps qui passait de vrais messages. Ouais. Alliance Ethnique était l'un des groupes, donc tu étais capable de nous faire danser et en même temps réfléchir. Ouais. Et quand j'ai dit à quelques personnes autour de moi que je faisais un podcast, tous ont été unanimes en disant mais c'est génial, il revient en France, il est de retour. Et tu vois, il y a un vrai rapport affectif avec Alliance Ethnique, Ouais. avec forcément, tu as été l'une des figures du groupe. Donc ouais, moi je suis hyper contente d'être là, mais parce que malgré toi, t'es une petite part de notre jeunesse. Ah ouais. Donc, Ouais, non, tu sais, moi, ma plus grande satisfaction avec les gens que je rencontre, et ça rejoint ce que tu dis, c'est que dans l'inconscient collectif, Alliance Ethnique est synonyme de positif. Complètement. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Surtout à l'époque dans laquelle on vit. Et si j'ai pu faire ça un tout petit peu, je suis super content. Mais carrément. Voilà. Carrément. Et d'ailleurs, tu passeras le bonjour à tous tes amis. Je passerai. Non, mais alors, puisque tu fais des private jokes, oui, c'est vrai. Toutes mes copines sont hyper jalouses. Allez, ça commence. Non, mais c'est vrai. Allez, ça commence. Non, mais c'est vrai. On était bien jusque-là. Non, mais il faut que tu assumes ton rôle de superstar. Non, mais c'est vrai. Toutes les nanas de mon époque. Je ne rougirai pas, regarde. Non, mais regarde, je ne regarde. rougis pas. Non, mais toutes les nanas de mon époque étaient amoureuses de Kamel d'Alliance Ethnique. D'ailleurs, on ne connaît pas ton nom de famille. C'est Kamel d'Alliance Ethnique. Et c'est comme toi. Améjane arabe, c'est Alliance Ethnique. C'est ça. Et du coup, c'est hyper marrant de... J'aurais jamais cru, petite, quand je dansais sur tes chansons, un jour me retrouver à parler de ma vie dans un podcast qui s'appelle Respect. Je te renvoie l'ascenseur. J'aurais jamais cru, en te voyant sur des plateaux, en train de défendre des causes qui me sont chères, de dire un jour, elle va être assise en face de moi, puis on va parler d'elle. J'aurais jamais cru ça. C'est vrai. Donc, c'est du win-win. Ouais. J'étais ravi, je suis super content. Autre chose à ajouter? Non. C'est sûr? Respect. En tout cas, j'étais très sincère. J'adorerais te voir dans l'émission de Léa. Et ouais, Ouais, franchement. C'est une émission que j'adore. faut faire passer le message. Voilà, c'est fait. Alors, à tous ceux qui regarderont le podcast, allez pourrir son... Tu vois? Hein? Genre, non, je vais on pas va le faire. on va la spammer. Tu sais, on va la spammer. Voilà. Léa, pourquoi t'invites pas Rose? Léa, pourquoi il faut notifier là, il faut que Rose soit là. Et, mais c'est qui? ouais, non, t'inquiète pas, elle connaît. Et elle te connaît. Et plein de bonnes choses à toi. Merci. Mille merci à toi. Merci à vous. Et on se revoit bientôt pour un autre podcast. Ciao. Ciao. Respect. 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 Respect.